Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dynamique Locale. Ici, jouer aux jeux d'action pouvait vous rendre plus attentif, plus rapide et même mieux préparé à la vie professionnelle. Aujourd'hui, on explore les effets des jeux sur le cerveau, les émotions et les compétences avec Benoît Bedjou, chercheur en neurosciences, et Legion, jeune gamer. Restez avec nous, découvrons que les jeux sont plus que du divertissement. Salut à tous et bienvenue dans Dynamique Locale. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des jeux d'action avec deux invités. Mais juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux en lien en dessous. On est présent et actif sur Spotify, YouTube, TikTok et Instagram. Suivez-nous. Avec nous aujourd'hui, Benoît Bedjou, chercheur en neurosciences cognitives et affectives à l'Université de Genève, spécialiste des effets des médias et des jeux vidéo d'action sur les capacités mentales et émotionnelles. De l'autre côté, nous sommes en compagnie de Legion, apprenti de commerce en 3e année, mais aussi jeune gamer de 17 ans, qui va partager son expérience de joueur. Ensemble, nous allons explorer des thèmes essentiels, l'impact des jeux d'action sur les compétences mentales, les bénéfices pour les étudiants, la relation avec les soft skills dans le monde professionnel, les émotions déclenchées par le jeu, les pièges à éviter et enfin, les inquiétudes des parents. Est-ce que vous êtes bien installés ? Alors on démarre. Les jeux d'action, c'est souvent du rythme, de l'adrénaline et beaucoup de challenges à relever rapidement. Quand tu joues, tu ressens plein d'émotions. Découvrons pourquoi ces sensations sont si fortes et ce que ça fait à notre cerveau. Entrons dans le vif du sujet. Benoît, en quelques mots, comment peut-on définir un jeu d'action par rapport à d'autres types de jeux vidéo ? Alors ça, c'est déjà une grande question parce qu'il n'y a pas vraiment de définition de ce qu'on appelle un jeu d'action. Les recherches qu'on a menées ont commencé dans les années 2000, à l'époque où il existait essentiellement des jeux de tir à la première personne, donc des FPS comme Call of Duty, qui représentaient vraiment la catégorie des jeux d'action. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup plus de jeux qui rentrent dans cette catégorie et le point commun pour nous, c'est vraiment ce que ça demande au niveau cognitif, c'est-à-dire des jeux qui ont une certaine rapidité, qui demandent de prendre beaucoup de décisions dans peu de temps, avec une grande pression temporelle, qui nous demandent de faire attention à la fois à tout l'écran pour essayer de savoir ce qui se passe, que ce soit des menaces ou des packs de survie par exemple, tout en gardant l'attention sur le centre pour être très précis quand on doit viser par exemple, et d'alterner entre différents types d'attention. Donc c'est des jeux qui sont très demandeurs en termes de ressources attentionnelles et cognitives. Donc c'est ça, nous, qu'on utilise comme définition des jeux d'action, et c'est pas forcément une définition qui est acceptée par tout le monde et qui est encore un peu débattue. Ok, merci beaucoup. Donc les jeunes, à ton tour, pour commencer, combien d'heures tu passes à jouer chaque semaine ? Après les cours, dès que je rentre, je me repose un peu, etc. Ensuite, donc c'est environ au minimum, facile 3 heures par jour quand même, je dirais. Ok. Donc, par semaine, ça doit faire un total de facile, plus de 20 heures par semaine. Donc c'est déjà un gros chiffre quand même. Puis même les week-ends, je joue plus que la semaine, je pense. Ok. Pour toi, qu'est-ce qu'un jeu d'action par rapport à un autre type de jeu vidéo ? Comme Benoît l'a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas vraiment de définition, mais jeu d'action, donc oui, ça demande beaucoup, donc faut être stimulé, ça stimule pendant longtemps et donc faut être concentré. Moi personnellement, quand je joue, avant de jouer, si je suis fatigué, si j'ai beaucoup fait à l'école, etc., je peux pas vraiment jouer parce qu'il faut être très concentré. Donc voilà quoi, donc ça demande beaucoup plus d'attention. Ouais, ok, ça marche. Donc est-ce que je peux nous citer quelques jeux d'action auxquels tu joues souvent et expliquer qu'est-ce qui t'attire dedans ? En ce moment, je joue beaucoup à Valorant, donc c'est Valorant. un jeu de tir, c'est un jeu de 55, donc Ok. c'est un FPS. Faut être très précis, et moi ce qui m'attire dedans, c'est le fait que le jeu il se démarque, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ressemblent. Surtout qu'il y a beaucoup de. On peut monter en niveau, monter en rang, etc. Donc ça me donne envie de jouer. Donc c'est un jeu qui va vite, il y a plusieurs manches. Ouais, des voilà, équipes, c'est ça, etc. faut prendre des Ok. décisions rapidement, etc. Ouais, ok. Faut être concentré. C'est intéressant, merci. Alors Benoît, pourquoi les chercheurs s'intéressent-ils précisément aux jeux d'action dans les études sur le cerveau et les émotions ? En fait, c'est parti d'une découverte un peu fortuite. C'est la personne avec qui je travaille à l'Université de Genève. Elle avait un laboratoire de recherche aux États-Unis, à Rochester, où elle s'intéressait à la plasticité cérébrale chez les personnes qui ont une perte sensorielle, notamment les sourds en particulier. Et elle regardait comment la perte de l'audition modifiait les capacités attentionnelles, les capacités visuelles, etc. Et il y a un de ses étudiants qui était un gamer de FPS, donc de jeu de tir à la première personne, qui était dans son labo et qui programmait toutes les tâches pour les expériences et qui, quand il testait les tâches, avait toujours des performances qui étaient trop bonnes. Et donc pendant pas mal de temps, ils ont essayé de comprendre pourquoi les tâches étaient mal programmées, etc. Et puis
la personne, Daphné Bavelier, qui était la directrice du labo, a demandé finalement à ce chercheur, cet étudiant, d'aller tester d'autres personnes. Parce que lui programmait les tâches, donc il les connaissait très bien, et c'était possible que comme il connaissait les tâches, il avait des très bonnes performances. Il est allé tester un groupe de jeunes de son âge, il est revenu avec des données, et pareil, toutes les données étaient à 100% de réponse correcte quasiment, ce qui n'était pas du tout habituel. Ma chef a dit, écoute, je vais faire la tâche parce que c'est pas normal, et elle avait des performances normales. Et donc elle a demandé à cet étudiant, où es-tu allé chercher tes participants? Il a dit, dans mon club de jeux vidéo. Et du coup, le point commun qu'il y avait entre tous ces gens-là, c'était le fait qu'ils jouaient tous à des jeux d'action. Et donc elle s'est dit, on va regarder, on va faire une étude, on va comparer des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo d'action à des gens qui ne jouent pas aux jeux d'action. Ils ont pu confirmer que les joueurs étaient meilleurs que les non-joueurs dans pas mal de tâches cognitives. Et ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils se sont dit, en fait, ils pourraient aussi jouer aux jeux vidéo parce qu'ils sont meilleurs au niveau cognitif, et du coup, ils sont meilleurs dans les jeux vidéo. Donc ils ont pris des gens qui ne jouaient pas, ils les ont testés en performance cognitive, ensuite ils les ont répartis en 2 groupes. Un groupe qui a joué pendant 50 heures sur des semaines et des semaines, donc 1 heure par jour, c'est pas 15 heures par jour non plus, c'est pas des quantités astronomiques. Donc un groupe qui joue à un jeu d'action, je crois que c'était Call of Duty à l'époque, pendant plusieurs semaines. Un autre groupe qui va jouer, je crois que c'était Tetris ou les Sims, un jeu qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Et ensuite ils sont retestés au bout des plusieurs semaines. Et ils ont observé que ceux qui avaient joué au jeu d'action s'étaient améliorés en attention, en mémoire de travail, etc. Et pas l'autre groupe. Et donc ils ont pu montrer que c'était le fait de pratiquer le jeu vidéo d'action qui améliorait la cognition. Et depuis, ça fait à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'on essaye de comprendre pourquoi ces jeux-là en particulier ont ces effets positifs sur la cognition chez les adultes. Parce que c'est essentiellement intéressé à des adultes. Donc ça veut dire que l'effet des jeux vidéo normaux, ils font rien du coup. Alors, les jeux vidéo normaux, c'est toujours pareil. Les jeux vidéo, c'est un écosystème qui est très diversifié. Chaque jeu a ses caractéristiques en termes de demande cognitive. Il y a des jeux qui demandent beaucoup de résolution de problèmes, qui sont beaucoup plus lents, etc. Donc, nous, on a comparé des jeux qui avaient les caractéristiques des jeux d'action, donc très rapides, avec différents types d'attention qui alternent de façon assez fréquente et rapide, à des jeux qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Donc on a voulu montrer que c'est les jeux d'action qui amélioraient la cognition, mais on aurait pu tester des jeux. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites, par exemple, qui ont utilisé les Sims pour montrer que quand on joue aux Sims par rapport à un jeu comme Doom, on augmente le comportement prosocial, c'est-à-dire le fait d'entraider d'autres personnes, etc. Donc en fait, en fonction du jeu, on peut avoir des effets différents. Les jeux d'action ont des effets sur la cognition, d'autres jeux peuvent avoir d'autres effets. Ok, merci beaucoup. Donc les jeunes, est-ce que tu ressens des émotions différentes, plus intenses, selon le type de jeu que tu pratiques? Ah bah oui, bien évidemment. Donc comme j'ai dit, les jeux d'action, c'est beaucoup plus stimulant. Par exemple, Valorant, je suis beaucoup plus tendu, beaucoup plus concentré. Alors que d'autres jeux, par exemple, comme Elden Ring, c'est un jeu beaucoup plus posé. Tu peux mettre le contexte de Elden Ring, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un open world en fait. C'est un jeu où on va jouer, c'est contre des boss, etc. Okay. Donc c'est assez tranquille. On améliore notre matériel et donc tout. C'est un jeu d'aventure, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pas en ligne ou quoi. Donc c'est un jeu tranquille, donc je ressens un peu moins d'émotion. C'est plus de la tranquillité, de la détente, alors que Valorant et les jeux d'action, c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus tendu et beaucoup plus concentré. Ouais, ça marche, merci. Voyons maintenant les effets des jeux d'action sur les compétences mentales. Benoît, vos études montrent que les jeux d'action rendent le cerveau plus attentif et plus réactif. Comment ça se traduit concrètement ? Alors concrètement, ça se traduit par le fait que quand on expose des gens qui jouent beaucoup à des jeux vidéo, à des nouvelles tâches qu'ils ne connaissent pas, ce qu'on a longtemps pensé, c'est qu'en fait, ils étaient meilleurs à ces tâches dès le début. Et en fait, on a commencé à regarder ce qui se passait pendant la tâche, et ce qu'on voit, c'est qu'ils apprennent mieux. En fait, ils arrivent plus rapidement à comprendre ce qu'il faut faire dans une tâche, à savoir ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent, à ignorer tout ce qui peut être de la distraction, et donc à très rapidement apprendre les règles et obtenir des performances meilleures. Donc en fait, la théorie qu'on teste en ce moment dans le laboratoire, c'est l'idée que les jeux d'action entraînent le fait d'apprendre à apprendre. Ils favorisent l'apprentissage de manière générale. Parce qu'il augmente les capacités attentionnelles et que l'attention est importante à l'apprentissage, on pense que c'est ça qui est vraiment le mécanisme qui favorise tout ce qui est meilleur apprentissage et meilleur temps de réponse, meilleure réactivité dans la plupart des tâches qu'on leur propose. Ouais, du coup, ils s'améliorent en fait. Plus ils jouent, plus... Ils s'améliorent. Alors, c'est pas uniquement de l'amélioration en rapidité, parce que c'est aussi quelque chose qui a été longtemps
pensaient. On pensait qu'ils étaient juste plus rapides parce qu'ils étaient plus habiles avec un clavier et une souris. En fait, ils sont plus rapides, effectivement, mais ils font aussi moins d'erreurs. Donc ils sont plus performants en termes de certaines compétences cognitives. Alors ça ne marche pas pour tout. Il y a des domaines dans lesquels on n'a pas vu de différence. Par exemple, si on regarde sur tout ce qui est résolution de problèmes, il y a des tâches qui permettent de mesurer cet aspect du fonctionnement cognitif. On n'a pas trouvé de différence entre les joueurs de jeux d'action et les joueurs d'autres jeux. Et les études d'entraînement n'ont pas montré d'effet. Par contre, il y a des jeux de rôle ou de stratégie qui peuvent améliorer ces compétences de raisonnement et de résolution de problèmes. Donc c'est vraiment, les effets dépendent vraiment du type de jeu qu'on regarde. Ok. Merci. Alors les jeunes, est-ce que le fait de jouer t'aide à te concentrer ou à réagir plus vite comme dans la vie? Bien sûr, moi je trouve que ça fait un petit moment quand même que je joue des jeux d'action et je trouve que niveau concentration, ça m'a assez bien aidé. Avant j'étais un peu flasque niveau à l'école, etc. Et depuis je trouve que mon cerveau il fonctionne plus vite quand je dois réfléchir, etc. Et ça m'a apporté des facilités dans certaines compétences. Du coup ça te vide un peu le cerveau et ça te concentrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a appris en jouant ou que tu avais déjà naturellement avant ça? Moi, je pense que il y a une partie que j'avais déjà naturellement, mais ça a plus, on va dire, ça a aiguisé mes capacités. Ok. Donc ça a amélioré voilà, grâce au fait de jouer aux jeux vidéo. Bien sûr. Ok, merci. Benoît, peut-on dire que les jeux vidéo ont un impact sur l'intelligence, plus précisément sur les capacités de raisonnement ou de résolution de problèmes? Alors je crois que je viens justement d'en parler, mais la question de l'intelligence en psychologie, c'est une vraie question parce que il n'y a pas vraiment de mesure qui soit acceptée de l'intelligence. Et il y a différents types d'intelligence. On distingue une intelligence qu'on va appeler cristallisée, qui est l'intelligence sur les connaissances du monde, et l'intelligence fluide, qui est l'intelligence qui permet le raisonnement. Et certains jeux ont montré des effets sur ce type d'intelligence, l'intelligence fluide, pas sur l'intelligence cristallisée, mais c'est assez débattu, encore une fois. Comme l'intelligence est le fruit finalement de toutes les compétences cognitives, la mémoire, l'attention, etc., on pense que ces effets-là, ils sont plus dus à des effets plus profonds sur les capacités de base, qui sont des capacités attentionnelles essentiellement. En tout cas pour les jeux d'action, toujours pareil. Ce que je dis, c'est ce que nous on a le plus étudié, c'est les jeux d'action. Les autres jeux ont probablement d'autres effets auxquels on s'est moins intéressé. Mais est-ce que ça se pourrait que par exemple des joueurs qui jouent à des jeux normaux, des jeux vidéo normaux et des jeux vidéo d'action peuvent avoir toutes les mêmes effets? Alors c'est plus que vrai en fait, c'est quelque chose qu'on a observé sur les 15 dernières années, je dirais. C'est qu'on a continué à faire des études, avant de faire une étude d'intervention, c'est-à-dire une étude où on prend des gens qui ne jouent pas, qu'on va exposer à un jeu pendant plusieurs semaines et qu'on va mesurer avant-après pour voir l'effet causal. On continue à faire des études qu'on appelle cross-sectionnelles, où on va comparer des gens qui jouent beaucoup et des gens qui ne jouent pas beaucoup. Alors dans les années 2000, quand on disait des gens qui jouent beaucoup à un jeu d'action et des gens qui ne jouent pas beaucoup, on prenait des gens qui jouaient 5 heures par semaine. Donc c'est pas beaucoup aujourd'hui, on est d'accord. Aujourd'hui, quand on fait ces études-là, si on cherche des gens qui jouent 5 heures par semaine à des jeux d'action et pas d'autres jeux, on n'en trouve pas. C'est-à-dire que maintenant, la pratique a changé, l'écosystème du jeu vidéo s'est beaucoup diversifié et il y a très peu de jeux, très peu de gens qui jouent uniquement à des jeux d'action. Et donc, ça devient difficile d'étudier l'effet du jeu d'action lui-même parce que les gens jouent à des jeux d'action, à des jeux de stratégie, et il y a des jeux hybrides maintenant. Il y a des jeux qui combinent un peu les caractéristiques des jeux d'action et les caractéristiques d'autres jeux, comme League of Legends, où c'est un jeu à la fois de stratégie et d'action, où il y a pas mal de composantes des deux types de jeux. Donc quand on essaye de faire ces études-là, on se rend compte que des gens qui jouent à un seul type de jeu, il y en a de moins en moins, donc ça devient difficile d'isoler l'effet de ce jeu-là. Et des gens qui ne jouent pas du tout, ou qui jouent très peu aux jeux vidéo, il y en a aussi très peu. Donc en fait, ça devient très compliqué, et c'est pour ça qu'on essaye de regarder maintenant ce qui se passe chez des plus jeunes, parce que quand on regarde des adultes qui ont joué pendant 20 ans, c'est ça. Ils ont accumulé une expérience et des gains probablement cognitifs pendant pas mal d'années. Donc on ne sait pas quelle a été la cause. Donc on regarde maintenant au cours du développement en fait, chez les jeunes enfants et adolescents, comment les premières années de jeu impactent le développement cognitif, pour vraiment voir comment ça se passe. Et pour rebondir sur ce que disait Lodion, nous on montre que jouer un petit peu à des jeux d'action, ça améliore la cognition, mais on ne sait pas en fait s'il n'y a pas aussi l'autre effet, c'est-à-dire que pour devenir un joueur professionnel, il faut peut-être des prédispositions aussi. Donc il y a peut-être des effets dans les deux sens, et ça on ne l'a pas encore déterminé. Ok,
Bah, merci beaucoup. Donc alors Benoît, est-ce que selon vos études, les jeux vidéo d'action ont aussi un côté néfaste sur les compétences mentales des joueurs? Donc il y a un mauvais côté dessus. Alors nous, on ne s'intéresse pas particulièrement à ce côté-là parce que justement, on a voulu rester dans la sphère des effets positifs, mais il y a toute une littérature sur les effets négatifs du jeu vidéo et notamment sur, qui est controversée aussi, mais notamment sur toute la partie agressivité. Il y a eu énormément de recherches qui étaient même antérieures aux recherches que nous on a faites, qui montraient que de jouer à des jeux violents était corrélé avec plus d'agressivité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des études semblent dire que c'est plutôt lié à la compétitivité et à la personnalité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont plus compétitives et qui sont plus dans la confrontation, qui du coup vont avoir déjà une personnalité un petit peu plus favorable à l'agression, qui vont être orientées vers des jeux qui sont un petit peu plus violents, qui vont entretenir justement cette agressivité. Donc il y a vraiment une prédisposition et un entraînement de quelque chose qui était déjà préexistant, en tout cas pour les effets sur l'agressivité. Ok. Maintenant, s'il y a une personne instable, par exemple mentalement ou psychologiquement, qui joue à un jeu assez violent, il y a forcément un côté néfaste dessus du coup. Alors, ce qu'on a vu dans les études, c'est que oui, quand on s'expose à un jeu violent et qu'on a une personnalité violente, ça augmente l'agressivité. Ok. Mais souvent, en comparaison des études qu'on fait nous, souvent on mesure juste après le jeu. Dans les 10 minutes qui suivent une partie de jeu violent, il y a une augmentation d'agressivité. Mais 25-30 minutes ou une heure après, cet effet il est retombé. Ok. Nous, les effets qu'on a mesurés, on les a mesurés un jour après l'entraînement, un mois après l'entraînement, 3 mois après l'entraînement, on a encore des effets. Il y a très peu d'études qui sont allées au-delà, on a quelques études qui sont allées à 1 an ou à 5 ans et qui ont montré qu'il y avait encore des bénéfices au niveau cognitif. Par contre, les effets néfastes, ils ont l'air d'être beaucoup plus instables. Ok, ça marche. Merci. Alors, les jeunes, du coup, as-tu déjà remarqué que les jeux d'action ont des effets néfastes, du coup, sur ta santé? Bah, comme Benoît l'a dit, c'est assez court en fait. C'est sur le coup, si on perd une partie, on est énervé. Et moi, je suis assez compétitif, donc quand je perds sur le coup, ça tend, etc. Mais c'est vrai que ça part assez vite, quoi. Tu te poses un peu, au bout de 20-30 minutes, t'es même plus énervé. Ouais, Et, vous avez oublié, ouais, quoi. Voilà, il Ouais. n'y a pas d'effet vraiment néfaste comme ça direct sur moi, quoi. Ok. Et sur ta santé, par exemple physique, si tu joues par exemple 3 heures de suite, est-ce que t'as pas mal à la tête, aux yeux par exemple? Ah, c'est sûr que si on joue beaucoup, on commence à avoir mal aux yeux, à la tête. Moi personnellement ça va, donc parfois j'utilise des lunettes anti-lumière bleue pour éviter d'avoir mal aux yeux. Mais c'est vrai que ça peut faire mal à la tête si on joue beaucoup. Après je pense que ça dépend les gens. Moi ça va, j'arrive assez bien à tenir, mais il y a des gens qui ont mal à la tête et aux yeux assez vite. Donc je pense que physiquement Ok. oui, ça peut faire des effets Donc toi néfastes. t'as pas souvent remarqué d'effets néfastes sur ta santé? Non. Ok, ça marche. Donc pour vous Benoît, quelles compétences développées dans les jeux d'action pourraient être utiles pour les étudiants? Par exemple pour l'attention ou la mémoire? Alors justement, pour l'attention et la mémoire, je pense que dans tout apprentissage, il y a à déterminer ce qui est le plus important à apprendre et ce qui finalement est du bruit ou de la distraction. Donc cette capacité-là qui est améliorée par les jeux d'action, elle est essentielle pour l'apprentissage. Comme le disait Le Dion, un jeu, ça demande aussi une attention soutenue donc pendant un certain temps. Ça aussi, c'est entraîné par les jeux vidéo. Ça permet de rester concentré sur une même tâche pendant un certain temps, ce qui est utile pour les études. Mais au-delà de ça, il y a aussi des effets plus sur la régulation de ses émotions, comme il le disait, le fait d'être confronté à des émotions assez fortes qu'il faut réguler, parce que quand on joue un jeu, notamment un jeu coopératif où on est avec d'autres joueurs, on ne peut pas se permettre de se laisser emporter par ses émotions. Donc il y a aussi des aspects qui sont importants au niveau de la gestion du stress et de ses propres émotions, ce qui peut être important par exemple pendant un examen. Donc au-delà de l'apprentissage, nous on a des étudiants à l'université qui sont très compétents et qui perdent leurs moyens au moment de l'examen et qui du coup ont des très mauvaises notes alors qu'ils ont toutes les compétences. Donc au-delà des compétences, il y a aussi la capacité à savoir-faire. Voilà, à s'auto-contrôler et à contrôler ses émotions. C'est clair. Alors, du coup, les jeunes, est-ce que tu penses que les jeux vidéo t'aident à te concentrer, par exemple, pendant des évaluations ou à mieux apprendre dans les révisions, etc. Alors du coup oui, comme il l'a dit, bah, ça m'aide beaucoup, surtout que j'ai appris vu que c'est un jeu coopératif Valorant, bah, je peux me permettre de m'énerver bêtement ou alors stresser dès qu'il arrive quelque chose ou quoi. Donc ça m'a permis d'apprendre à gérer mon stress pendant les évaluations, et même avant les évaluations, et puis ça me permet de me concentrer sur une tâche, donc pour réviser, etc. Donc moi ça m'aide beaucoup. Mais du coup, votre jeu, vous avez dit que c'est un jeu en équipe. Oui. Donc vous devez coopérer. Par exemple, dans les travaux en groupe à l'école, est-ce que ça vous aide? Ouais, ça m'aide, du coup ça me permet ça m'aide à mieux communiquer.
dans toutes les situations possibles. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais envisager de jouer par exemple avant un examen? Il faut réviser avant, mais autrement, ouais, je pourrais. Si j'avais révisé, si je révise, oui, je pourrais jouer avant Ok, l'examen. ça marche. Donc pour Benoît, est-ce qu'on peut envisager selon vous que les jeux d'action soient utilisés comme outil d'apprentissage chez les jeunes? Alors oui, les jeux commerciaux en tant que tels, pas forcément, parce qu'il y a quand même la composante violente qui n'est pas forcément nécessaire. Enfin, on ne sait pas si elle est nécessaire, mais qui est problématique, notamment parce que nous, on a commencé depuis quelques années à développer des jeux qui utilisent les composantes des jeux d'action qu'on a identifiées, qui étaient pertinentes pour améliorer la cognition et l'attention. Et on rajoute dessus des modules complémentaires, des mini-jeux, entre guillemets, pour cibler certaines compétences qu'on a envie d'entraîner. Donc, par exemple, on est en train de développer un jeu pour améliorer l'apprentissage de la lecture chez les jeunes de 5 à 10 ans, je crois. Et donc, c'est des jeux dans lesquels on a enlevé toute la partie violence et on garde le côté un peu rapide, prise de décision, Les jeux etc. Et vidéo on un peu rajoute des petits enfantins, mini-jeux. etc. Ouais. On a également des jeux qu'on est en train de développer et de tester. Pour l'instant, il n'y a pas d'études scientifiques, on est en plein en collecte de données, mais où on améliore les capacités de contrôle attentionnel pour diminuer l'anxiété. Parce qu'en fait, le contrôle attentionnel, c'est aussi un contrôle qui permet de réguler ses impulsions et ses réactions non désirées. Et donc, si on arrive à améliorer ça, on pense pouvoir améliorer tous les biais attentionnels et tous les éléments qui augmentent l'anxiété chez les jeunes. Ok, merci. Alors, faisons maintenant le lien entre les jeux et les soft skills, ces compétences humaines et comportementales très importantes dans la vie professionnelle. Benoît, peut-on dire que les jeux d'action développent des soft skills qui sont utiles ou même recherchés dans le monde du travail? Si oui, lesquels? Alors pour ce qui est des jeux et des soft skills, je dirais que je sortirais un petit peu des jeux d'action parce que c'est pas quelque chose qu'on a étudié en particulier avec les jeux d'action, mais je sais qu'il y a pas mal de recherches sur ces aspects-là. On a notamment une personne qui travaille sur l'aspect coopératif et la communication dans les jeux coopératifs pour justement améliorer et optimiser la quantité de messages et l'information pour une tâche coopérative. Et c'est d'ailleurs de la résolution de problèmes. Donc c'est en pleine étude, mais on n'a pas vraiment associé les jeux d'action avec les soft skills. D'autres jeux peuvent probablement mieux améliorer ces aspects-là. Et en fait, pour ces aspects-là, il faut voir en fait en quoi les caractéristiques du jeu stimulent ces aspects-là du comportement. Donc les jeux coopératifs demandent plus de coopération, demandent plus de gestion des émotions quand on est à plusieurs. Donc je pense qu'il faut plus regarder le type de jeu et les caractéristiques du jeu que le genre auquel il appartient. Donc je dirais pas jeu d'action, je dirais plutôt autre type de jeu qui peut contenir des aspects un peu plus soft skills. Ok, merci beaucoup. Donc les jeunes, est-ce que le jeu t'a appris à rester calme sous pression ou à t'adapter à des situations imprévues dans la vraie vie par exemple? Oui, comme je l'ai dit, ça m'aide à rester, à moins stressé si c'est une situation assez grave ou stressante, à gérer mon stress, à savoir réfléchir à la place d'agir bêtement. Et puis voilà. T'as pas un exemple de situation qui t'est arrivé par exemple? À part le fait que j'arrive à moins stresser en général, parce que j'ai appris à gérer mon stress, Ok. ou même appris à moins m'énerver bêtement. Mais sinon, pas de situation. Enfin, je me rappelle pas. Ok, ouais, c'est intéressant en tout cas. Et ça vous est arrivé, par exemple, vous avez une situation où quelqu'un vous agresse et vous répondez par l'agressivité à cause d'un jeu d'action ou non, du tout, vous la réglez correctement? Alors si je réponds par l'agressivité, c'est pas à cause d'un jeu d'action. C'est juste comme ça si la personne l'agresse ou quoi. Mais en tout cas, un jeu d'action, ça m'a jamais rendu agressif dans la vie de tous les jours. Ok. Alors, Benoît, peut-on vraiment faire un parallèle entre ce qui se passe dans un jeu et le monde professionnel? Alors c'est délicat parce que dans un jeu, on a toute la désinhibition qu'on a par rapport à la réalité. C'est-à-dire c'est pas le même contexte. On a des choses qu'on peut faire dans les jeux qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Il y a eu toute une théorie pendant un moment sur la catharsis, c'est-à-dire qu'on utilisait les jeux pour finalement évacuer un petit peu toute son agressivité. Ça a été des choses.
Il y a quand même des compétences qui sont relativement proches de la vie réelle. Il y a des jeux qui nécessitent de gérer des ressources sur du long terme. Il y a des jeux qui nécessitent de la coordination entre différentes personnes avec des répartitions de tâches. Donc en fait, oui, les jeux vidéo en tant que tels ont beaucoup évolué et maintenant ils sont tellement diversifiés, c'est un écosystème tellement large qu'il y a des jeux qui permettent d'entraîner quasiment toutes les fonctions. On voit, il y a eu tout un boom pendant un moment avec les jeux d'entraînement cérébral qui ont montré une certaine efficacité chez certaines personnes âgées. On est beaucoup revenu là-dessus. Maintenant, on travaille beaucoup plus sur justement un jeu appliqué à une fonctionnalité ou à une utilité. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des jeux pour entraîner certains aspects chez leurs employés. Donc que ce soit pour les aspects de collaboration entre collègues, et que ce soit pour le rapport à la hiérarchie, ou que ce soit dans l'efficacité des tâches quotidiennes. Ok. Les jeunes, est-ce que depuis que tu joues en ligne, ça t'a appris à mieux communiquer et à mieux gérer de conflits? Alors pour le coup oui, du coup depuis que je joue en ligne, en fait ça me permet de... Tous les jours en fait je parle avec des gens, que ce soit en ligne, enfin même si c'est en ligne, je parle avec des gens, je communique avec eux. Et du coup ça m'a aidé à être plus sociable dans la vie et mieux communiquer en fait tout simplement avec mes collègues. Donc ça a pu réduire ta timidité. Oui, ouais, c'est ça. Moi, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont timides et que derrière un écran ils sont moins timides et que Bien ça sûr. aide. Bien sûr, mais de toute façon moi de base j'étais déjà assez un peu sociable, jamais été vraiment Ok. timide. Ouais. Mais ouais c'est vrai que ça peut faire un peu on va dire l'effet inverse. Donc ça fait le fait que tu parles sur les jeux beaucoup, mais quand tu arrives dans la vraie vie c'est pas exactement la même chose parce que c'est des vraies personnes là en face de toi et du coup ça peut te rendre timide. Donc Ok. ouais, Ouais. c'est possible. Ça marche. Alors maintenant, j'aurais une question pour vous deux. Selon vous, est-ce que les jeux d'action favorisent l'esprit d'équipe ou au contraire la compétition? Ça dépend des jeux. Ça dépend des... C'est toujours pareil. Comme j'ai dit au début, on ne parle pas de l'univers du jeu vidéo comme un univers uniforme. Les jeux d'action, on a découvert qu'ils avaient des caractéristiques et des effets différents des autres. Et je pense qu'à l'intérieur du jeu d'action, aujourd'hui, il y a tellement de variabilité qu'il y a des jeux en monde ouvert où on peut... Le même jeu peut être joué de façon très différente. On a des jeunes qui vont jouer au même jeu. Je vais prendre un jeu qui a été très populaire et qui l'est peut-être encore un peu, Fortnite. Il y a des jeunes qui ont joué à Fortnite uniquement pour l'aspect Battle Royale et combat. Ouais. Il y en a qui ont préféré se cacher et construire, etc. Donc la façon dont on va aborder un jeu va aussi influer sur les effets qu'il va avoir sur nous. Donc je pense que, et pour revenir sur un aspect qu'on a beaucoup discuté, les effets négatifs, je pense qu'au-delà de quel jeu on joue et de combien de temps on joue à ce jeu, c'est pourquoi on joue. Des gens qui vont jouer pour fuir la réalité ou parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie quotidienne, que ce soit des problèmes familiaux ou des problèmes relationnels ou des échecs scolaires, et qui vont s'orienter vers le jeu parce qu'ils ont beaucoup de récompenses et qu'ils sont très compétents et qu'ils ont plein de feedback positifs, ça peut conduire à des cercles vicieux, etc. Des gens qui jouent pour passer le temps ou pour passer du temps entre amis ou pour essayer de développer des compétences, passer des challenges ou des étapes, c'est pas du tout la même dynamique psychologique et c'est pas du tout les mêmes effets. Donc c'est pour ça que c'est important de tenir compte de tout l'environnement autour du joueur et pas que du joueur et de comment il joue Mais et à quoi il joue. se pourrait-il qu'il y ait une compétition dans l'équipe, par exemple, que quelqu'un qui dise qu'il est plus fort que l'autre, etc. Il peut y avoir une compétition dans l'équipe? Ah tout à fait, je t'ai mieux parlé, t'es mieux placé que moi pour en parler. Ouais, bon, après je pense que si c'est un jeu d'équipe, du coup comme vous le dites, je pense que en général, même s'il y a la compétition dans l'équipe pour savoir qui est le meilleur à la fin de la partie, etc. Mais je pense que d'un côté, il faut quand même savoir communiquer parce qu'un jeu d'équipe, dans tous les cas, même s'il y en a un seul qui est super fort, si l'équipe elle suit pas, s'il communique pas ou quoi, ça mène l'équipe perd. à l'échec. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, donc comme il a dit, il y a aussi différents types de joueurs. C'est pour ça par exemple, il y a différents types de personnages dans le jeu. Il y a des jeux il y a des personnages qui vont plutôt servir à attaquer pendant la partie, d'autres qui vont plutôt servir à défendre ou À se protéger. ou alors à défendre l'équipe, etc. Donc voilà, donc ça dépend en fait totalement des gens. Alors du coup, il y a une organisation alors dans l'équipe. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu. C'est un jeu, c'est pas qu'un jeu où tu joues et tu tires, c'est vraiment, il y a de la stratégie, il faut savoir, il y a différents types de personnages, c'est aussi sur le type de personnes qui jouent derrière l'écran en fait, donc voilà.
Ok. Je pense que on parle aujourd'hui de e-sport et c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles avec le sport. Pour expliquer ce Et que la c'est le compétition. e-sport. Le juste, e-sport, c'est le jeu vidéo compétitif. Ok, ouais. Et il y a vraiment un parallèle. Alors ça a été débattu pendant longtemps où les gens disaient oui, mais non, on est assis sur une chaise, c'est pas forcément compétitif et sportif. Et en fait, essayer de battre un joueur professionnel, vous verrez, déjà c'est très compétitif et c'est très compliqué. Et ça demande aussi toute une hygiène de vie autour pour voilà, la nutrition, le sommeil. Donc on se rapproche vraiment de quelque chose de sport. Il y a toute une organisation, il y a toute une structure autour du jeu vidéo qui s'est créée et qui commence à prendre de l'importance. Alors la prochaine question est pour vous Benoît. Pensez-vous que les entreprises pourraient s'inspirer des jeux d'action pour développer des soft skills ? Alors je pense que s'inspirer du jeu vidéo d'une manière générale, pas forcément le jeu d'action, mais le jeu vidéo d'une manière générale, c'est positif. Il y a énormément d'aspects dans le jeu vidéo qui sont l'immersion, le fait qu'on est vraiment immergé dans un univers qui fait qu'on emmagasine plus d'informations. Il y a le côté un petit peu distraction aussi, il y a le côté gamification. Le côté gamification qui permet En fait, ce que les jeux vidéo ont apporté beaucoup à la psychologie, c'est toute la phase d'entraînement, c'est tous les tutos, en fait, toutes les premières parties de jeu où, sans vous donner aucun texte, on vous apprend à utiliser le jeu, à comprendre toute l'utilisation. Et en fait, cette phase d'entraînement dans les jeux, elle est juste phénoménale parce qu'il y a tout ce qu'on appelle un échafaudage des compétences où on apprend par bloc. Puis une fois qu'on a maîtrisé un bloc, on apprend le suivant. Puis ensuite on apprend un autre. Et en fait ça c'est quelque chose qui peut beaucoup être utilisé en entreprise pour améliorer les compétences. Et un des aspects positifs du jeu vidéo aussi maintenant, c'est qu'il s'adapte aux joueurs. C'est que si vous êtes très doué, vous allez vite monter les niveaux. Si vous êtes moins bon, vous allez stagner un moment jusqu'à ce que vous puissiez passer le niveau. Donc en fait le jeu s'adapte aux compétences du joueur. Et donc dans l'entreprise ça c'est important parce que, et dans l'éducation en général, former un groupe de personnes, c'est très compliqué parce qu'il y a des différences de compétences. Donc quand on a un outil qui peut s'adapter à ces différences-là, c'est souvent très bénéfique. D'accord, je vois. Les jeux d'action stimulent nos réflexes et notre attention. Ils déclenchent des émotions qui peuvent être source de motivation, mais aussi un défi à gérer. Benoît, qu'est-ce que le cerveau vit quand on joue à un jeu d'action ? Qu'est-ce qui s'active ? Alors beaucoup de choses. Quand on joue à un jeu d'action, on est en train de faire des études comme ça au campus biotech, où on met des gens en train de jouer à des jeux dans l'IRM. Et en fait, il se passe beaucoup de choses. Déjà, vous bougez, donc toute la partie cerveau moteur qui va contrôler vos mouvements est active. Il y a aussi beaucoup de choses visuelles, donc tout votre cortex visuel, tout le système visuel est actif. Et après, il y a tout le système attentionnel et prise de décision qui est en jeu. Donc en fait, quasiment tout le cerveau est activé quand vous jouez à un jeu vidéo. Il y a des choses qui viennent de l'extérieur que vous devez détecter, donc votre système d'alerte est activé, votre système de contrôle est activé pour ne pas être distrait dès qu'il se passe quelque chose en périphérie, dès qu'il y a une lumière qui s'allume, si vous êtes complètement distrait, vous ne pouvez pas jouer. Donc le cerveau est très stimulé pendant un jeu vidéo. Donc pour jouer, il faut vraiment être concentré en fait, on ne peut pas jouer comme si on était... Okay. Ouais. Et donc dans vos études, quelles sont les émotions les plus souvent observées chez les jeunes ? Alors, on ne s'est pas intéressé aux émotions ressenties par les joueurs. Nous, on s'est plutôt intéressé aux aspects cognitifs. Par contre, compte tenu du débat qu'il y avait sur tout le côté agression et émotion, on a voulu voir si jouer à des jeux d'action, ça modifiait la perception qu'on a des émotions des autres. Est-ce qu'on arrive toujours à lire les émotions sur les visages de personnes quand on joue beaucoup à des jeux vidéo ? Parce qu'il y avait toute une théorie sur la désensibilisation et la déshumanisation quand on joue à des jeux violents. Et donc nous, on a fait une longue étude où on a pris des gens qui jouaient, qu'on a comparé à des non-joueurs, et puis on a pris des gens qu'on a entraînés. On a trouvé zéro différence avant-après, on a trouvé zéro différence entre les gamers et les non-gamers. Après, il faut savoir que nous, on a pris des jeux d'action, et que la définition d'un jeu d'action par rapport à un jeu violent n'est pas toujours comparable. C'est-à-dire que beaucoup de jeux d'action ont une caractéristique violente, mais tous les jeux violents ne sont pas des jeux d'action. Ouais, okay. On n'a pas étudié les mêmes... quand on lit la littérature sur les jeux violents, c'est pas forcément les mêmes jeux que la littérature sur les jeux d'action. Ça marche, merci. Alors, Legend, toi, quand tu joues, est-ce qu'il y a des émotions qui reviennent souvent ? Si oui, lesquelles et dans quelles situations ? Déjà la joie quand on gagne une partie, et puis ensuite surtout le stress quand c'est en pleine partie. Donc là je parle des jeux assez compétitifs
et jeux d'action. Mais ouais, voilà, c'est un peu. Là, ça stimule en fait, comme je l'ai dit. Donc c'est l'énervement aussi des fois quand on perd la partie. Mais voilà, c'est à peu près ça. Ok, merci. Donc Benoît, est-ce qu'on peut dire que ces émotions sont bénéfiques ou peut-elles aussi avoir un risque? C'est toujours pareil, une émotion, si on arrive à la réguler, elle est bénéfique parce qu'elle entraîne un système de contrôle et c'est toujours bénéfique de savoir contrôler ses émotions. Les émotions qui deviennent trop intenses et qui sont moins bien régulées peuvent conduire à des réactions excessives et à des problèmes un petit peu plus durables. Donc, au-delà des émotions qui sont ressenties, je pense que c'est plus les raisons qui conduisent à jouer, qui vont faire qu'on va ressentir des émotions différentes et qui vont faire qu'on va avoir des effets différents. Après, si on parle d'un enfant par exemple qui joue à un jeu vidéo et qui s'énerve, ce qui fait que de perdre, ça peut être un risque pour le futur par exemple, sur le comportement. Alors il y a toute une dynamique autour, c'est-à-dire que si un enfant s'énerve sans arrêt et qu'il n'y a pas, si lui n'a pas les capacités de se contrôler et que derrière il n'y a pas non plus un environnement qui l'aide à réguler ça, ça peut devenir problématique. C'est-à-dire que ça enferme dans des stimulations constantes qui augmentent l'agressivité et donc il peut y avoir au bout d'un moment des effets sur la personnalité. Mais encore une fois, c'est pas le jeu qui est responsable, c'est tout l'environnement et le contexte qui doit être pris en compte. Beaucoup de gens jouent à des jeux vidéo pour justement réduire l'anxiété, réduire la dépression, parce que finalement ça vous distrait et ça vous apporte un petit peu d'adrénaline, de récompense, de dopamine, etc. Donc c'est un stimulant comme il a dit. C'est plutôt stimulant. Et d'ailleurs, dans l'étude où on a créé un jeu pour essayer d'améliorer pour diminuer l'anxiété chez les adolescents, on compare à des jeux comme Candy Crush et ce genre de jeux-là qui ont déjà montré des effets bénéfiques sur l'anxiété parce que c'est juste de la distraction. Mais c'est des effets qui ne durent pas très longtemps. Ok. Les jeux d'action peuvent être passionnants et même bénéfiques pour le cerveau. Mais comme pour tous, c'est la dose qui fait la différence. Quels sont les principaux risques d'une pratique excessive, Benoît? Le problème de la pratique excessive, en fait, c'est qu'une journée fait que 24 heures et que tout le temps que vous allez passer sur cette activité-là va être pris d'autres activités. Donc en fait, là où on met l'accent, nous, maintenant, dans les messages de prévention, c'est de dire jouer, en fait, c'est pas néfaste. En soi, jouer beaucoup, c'est pas néfaste non plus, à partir du moment où ça n'empiète pas sur les relations sociales, les relations familiales, le sommeil, les temps d'apprentissage, les activités physiques, qui permettent aussi de développer le corps, parce que rester assis toute la journée dans une chaise, c'est pas forcément bon. Et il a parlé tout à l'heure, le dion de la lumière bleue et de la posture physique. Il n'y a pas que ça, en fait. L'écran, il est 50-60 cm, et maintenant, il y a pas mal de recul pour dire que il faudrait avoir une vision à plus de 6 mètres à peu près toutes les heures ou toutes les 2 heures pour stimuler le système visuel pour qu'il se développe normalement. Alors vous êtes suffisamment grand maintenant, mais pour des jeunes qui ont 3-4 ans et qui passent énormément de temps sur un écran, finalement c'est un effet physique sur le développement de l'œil parce qu'on est confronté à une vision qui est trop courte. Et donc l'œil n'est pas confronté à des profondeurs qu'on a dans la vie réelle. Ok, ouais, donc c'est souvent une question de dosage en fait. C'est une question de dosage et de pratique saine, c'est-à-dire de trouver les bons moments où pratiquer. On peut pratiquer beaucoup, mais il faut faire des pauses. C'est comme pour la plupart. En fait, voilà. Ça répond à toutes les lois de la physique. Il ne faut pas en abuser sur une longue période. Tout à fait. Mais du coup, les jeux vidéo peuvent-ils devenir une addiction ? Entre guillemets. On n'aime pas le modèle d'addiction, il a fait plus de mal que de bien en fait à ce domaine, parce que le mot addiction, il a été développé pour des substances qui n'étaient pas nécessaires. C'est-à-dire que c'est des substances qui ont été prises, psychotropes, qui vont modifier le fonctionnement du cerveau et qui vont créer des symptômes de manque, d'autres symptômes liés à l'addiction. Dans le cas des jeux vidéo ou des réseaux sociaux, et là où on parle d'addiction en ce moment, en fait on est sur une ressource qui est presque nécessaire. C'est-à-dire que jouer, prendre du plaisir et avoir des activités de loisirs, c'est important. Les réseaux sociaux, c'est utile pour la communication, etc. Donc on parle d'une ressource qui n'est pas néfaste par elle-même, contrairement aux drogues, et donc à utiliser un modèle d'addiction qui a été développé pour des substances néfastes, pour nous, est problématique. Et c'est aussi problématique parce que pour des parents
qui ont un enfant qui joue beaucoup et qui a des échecs scolaires par exemple, ou qui a des problèmes sociaux, amener son enfant à un centre d'addiction, c'est très stigmatisant. Donc on essaye de se battre un peu contre ces modèles-là et de se dire non, il y a des cas d'utilisation problématique du jeu vidéo, d'utilisation problématique des médias sociaux, mais on voudrait sortir du modèle d'addiction et parler plus d'un modèle. D'accord. Le modèle qui se rapproche le plus pour nous, c'est le modèle de trouble alimentaire, parce qu'en fait un trouble alimentaire, c'est vous avez une ressource qui est nécessaire, si vous ne mangez pas, vous ne vivez pas. Mais il y a un dérèglement de la consommation de ressources, vous perdez le contrôle, soit vous ne mangez pas assez, soit vous mangez trop. Et en fait, l'idée, c'est de reprendre le contrôle. Donc on est plus dans cette approche-là, de se dire, il y a une ressource, le jeu vidéo, le réseau social, le smartphone, qui est là, qui n'est pas néfaste en elle-même, mais si on perd le contrôle, elle peut le devenir. Donc on essaye de plus éduquer pour reprendre le contrôle sur sa propre utilisation. En contrôle de soi-même. Exactement. D'accord. Alors, Legend, de ton côté, est-ce que tu t'imposes des limites quand tu joues ou est-ce que tes parents le font? Comment fais-tu pour garder un bon équilibre entre le jeu et le reste de ta vie? Bah franchement, vu que je joue beaucoup à des jeux compétitifs, je suis obligé de moi-même d'imposer une limite parce que autrement je perds toute la concentration et du coup ça devient injouable. Donc je suis obligé de m'imposer des limites, des pauses ou alors même de m'arrêter au bout d'un moment pour dormir, etc. Parce que là, comme ça a été dit, si on dort pas assez ou si on mange pas bien ou quoi, donc si je suis là, j'arrête totalement le sport ou tout ce que je fais à côté juste pour les jeux vidéo, bah, je vais être moins performant sur les jeux vidéo parce que dans tous les cas il faut garder une hygiène de vie, il faut aller faire du sport ou faire une activité, bien dormir, bien manger parce que sinon bah, en fait t'es juste moins performant et donc je suis obligé de m'imposer des pauses. C'est sûr il y a des fois où je joue plus que d'habitude mais donc ouais, en général il faut quand même s'imposer des pauses, il faut s'arrêter, il faut aller dormir, il faut aller travailler pour l'école ou aller manger ou aller au sport, etc. Donc je suis obligé de m'imposer moi-même des limites. Ok, d'accord, merci. Donc Benoît, est-ce que pour vous il y a des profils de personnes pour lesquels ce type de jeu il serait déconseillé? Oui. Alors clairement, il y a des prédispositions qui peuvent être identifiables maintenant. C'est-à-dire que plutôt que de taper sur le jeu vidéo, je pense qu'on peut identifier des profils à risque. Je ne dirais pas qu'une personne va forcément développer des utilisations problématiques, mais elle a plus de chances ou plus de risques en tout cas d'y être confrontée. Et donc on l'identifie à partir des motivations, on l'identifie à partir des capacités de contrôle. On a plein de signes maintenant et de mesures qui nous permettent d'identifier des facteurs de risque de développement des utilisations problématiques. Ouais, en plus avec ce qui est marqué derrière les boîtes de jeux vidéo, là, les PEGI 18, PEGI 12, etc. Alors les PEGI, ils ont plus été développés par rapport au type de contenu. Ouais. Après, ils sont pas mal critiqués et ils sont surtout pas très suivis. La plupart des jeux qui sont interdits au moins de 16 ou 18 ans sont joués par des jeunes de 12-13 ans. Donc c'est pareil que pour les réseaux sociaux. Les PEGI ont été là pour mettre un benchmark, un étalonnage sur un certain type de contenu plus ou moins approprié à certains âges, un peu comme pour les films. Les moins de 12 ans, je pense que les enfants de 10 ans regardent des films interdits aux moins de 12 ans. Donc, le PEGI, il n'a pas du tout ce but-là. Il est vraiment là pour donner un ancrage sur le type de contenu et pas sur l'aspect positif ou négatif du jeu. Ouais. Alors Legend, tu as dit que tu jouais maximum 3 fois par jour et tu t'imposes une limite de 3 heures. Alors du coup, est-ce que tu prends toujours du plaisir en jouant ou c'est devenu une habitude? Bah, je prends toujours du plaisir. C'est pour ça que je joue parce qu'autrement, à partir du moment où ça devient une habitude, d'un côté, c'est un peu une habitude parce que je cherche à m'améliorer dans un jeu. Mais par exemple, pour les jeux un peu plus tranquilles comme Elden Ring, bah, c'est vraiment du plaisir parce que je joue vraiment tranquillement, posé et je joue quoi. Mais sinon, ouais, moi je pense que je prends toujours du plaisir. C'est plus du plaisir qu'une habitude, je trouve. Parce qu'il y a des jours où je vais pas jouer parce que j'ai pas envie, ou alors que j'ai pas la motivation donc je vais pas jouer. Donc voilà, c'est plus du plaisir qu'une habitude, je trouve. D'accord, merci. Les jeux d'action font souvent la une de la presse et pas toujours en bien. Beaucoup de parents s'inquiètent, trop d'heures devant l'écran, certaines pratiques intenses. Pourtant, la recherche montre que la réalité est souvent plus nuancée. Benoît, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents qui s'inquiètent des effets des jeux sur leurs enfants? Alors, je pense que le premier conseil que je donnerais aux parents, c'est le conseil que j'ai appliqué moi-même, c'est d'en parler et de jouer avec ses enfants, c'est d'essayer de comprendre à quel jeu ils jouent, pourquoi à ce jeu-là, qu'est-ce qui attire dans ce jeu-là, comment ils jouent,
et d'arriver ensemble à un contrat. Alors, je ne parlerai pas de règles ou de surveillance, mais arriver à un contrat en disant voilà, on va respecter certaines heures pour le jeu, on va donner un nombre de parties et non pas un temps de jeu. Donc voilà, arriver à comprendre un peu qu'est-ce que ça implique de jouer, est-ce qu'il joue avec d'autres personnes, parce que quand on joue avec des personnes sur une partie de 45 minutes, on ne peut pas dire d'un coup tu arrêtes maintenant, parce que sinon ça impacte d'autres personnes. Essayer de s'intéresser un peu à aller au-delà du préjugé. Moi, je jouais avec mon fils quand il a découvert Fortnite. Il y a beaucoup de parents qui critiquaient Fortnite et qui interdisaient Fortnite à leurs enfants parce que c'était violent. Moi, quand j'en ai parlé avec mon fils, lui, ce qui l'attirait, c'était le côté découverte, construction, challenge, le fait de survivre, etc. C'était pas de tuer les autres. Donc, voilà, essayer de comprendre un peu les raisons qui poussent un jeune à jouer à un type de jeu particulier et jouer avec lui. C'est source de conversations super intéressantes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en regardant mon fils jouer et en l'écoutant parler des jeux vidéo. Et il a appris beaucoup de choses. Ça aussi. peut être une source de confiance aussi, du coup, parce qu'un enfant, il va pas cacher à ses parents ce qu'il fait sur les jeux, etc. Ah, ça limite beaucoup les conflits. Okay. De comprendre un petit peu la dynamique du jeu et comment elle s'intègre dans la dynamique familiale, sociale, etc. Ça enlève beaucoup de conflits qui sont inutiles autour du jeu vidéo. Ok. Alors pour reprendre la question, est-ce qu'il existe un cadre simple pour garantir un usage équilibré et bénéfique ? Par exemple la durée, le type de jeu, l'âge, etc. Pratique raisonnée, je dirais. Garder du temps pour les priorités, avoir une intention, se fixer des règles soi-même. Pas forcément subir des règles d'autres personnes qu'on ne comprend pas, discuter de pourquoi telle règle. Comme pour toute activité, je pense qu'à partir du moment où elle est bien intégrée dans le quotidien, il y a peu de raisons qu'elle pose de problème. Ok, ouais, c'est clair. Alors, Légion, comment tu réussis à rassurer tes parents ? Bah, je leur montre en fait, donc par exemple, je travaille assez bien à l'école, donc je leur montre comme quoi, genre c'est pas néfaste sur ce que je fais. Genre, les notes suivent quoi. Ouais, les notes suivent, donc c'est pas néfaste pour. Je révise quand il faut réviser, et puis je vais, par exemple, je fais du sport, donc je vais au sport, chaque fois que j'y vais, je loupe pas le sport à cause des jeux vidéo, et puis je leur explique, et puis ils voient par eux-mêmes que j'aime jouer, que je joue beaucoup, mais qu'à côté j'arrive à gérer ce que je mange, que je dors, ils voient que j'arrête pas trop tard, que je dors assez. Que les notes suivent, que je vais au sport, etc. Donc, c'est pas abusif quoi. Ouais, c'est pas abusif. En fait, ils voient que je joue. En fait, mon activité principale, c'est jouer aux jeux vidéo. Mais ils voient qu'à côté, j'arrive à gérer ce que je fais. Donc, j'en abuse pas en fait. Et je connais mes limites, etc. D'accord, c'est très bien. Donc, une dernière question pour vous deux. Selon vous, qu'est-ce que les adultes qui ont peur des jeux vidéo et de leurs effets comprennent mal dans la culture ? Peut-être qu'ils ont pas assez. Pas essayé. La part, ils ont pas essayé de jouer. Ils ont pas essayé de voir. Il y a vraiment. Il y a vraiment plein de jeux différents, c'est adapté à tout type de personnes. Il n'y a pas que les jeux d'action compétitifs, il y a des jeux vraiment vous pouvez jouer à n'importe quoi. Des jeux vidéo chill quoi. Ouais, mais il y a vraiment des jeux, en fait il y a plein de jeux différents, c'est un grand écosystème comme il a dit. Et du coup je pense qu'il faut qu'ils essayent un peu. Et il faut du coup, comme il a dit, il faut qu'ils essayent par exemple pour ceux qui ont des enfants, d'essayer de jouer avec leurs enfants, de regarder ce qu'ils font pour pas avoir peur ou quoi, et parce qu'ils connaissent pas assez le domaine, donc il faudrait qu'ils s'intéressent un peu plus au domaine s'ils ont peur. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup, ça évolue, mais il y a encore beaucoup de stéréotypes négatifs autour des jeux vidéo. Le manque de connaissances des parents et des adultes qui n'ont pas beaucoup joué, y est sûrement pour beaucoup. Voilà, maintenant, l'univers du jeu vidéo a beaucoup évolué sur ce qu'il était il y a 20 ans. Certains stéréotypes sont encore là, mais ça a beaucoup évolué. Donc s'intéresser un peu à l'univers du jeu vidéo, je pense que c'est important et c'est intéressant. Il n'y a pas que le jeu vidéo en plus, il y a tous les réseaux qui sont autour, il y a Twitch, il y a Discord, il y a d'autres activités que le jeu. Pour les parents qui ont des enfants joueurs, ils ne font pas que jouer en fait, ils regardent d'autres personnes jouer, ils apprennent. Il y a tout un... Okay. Il y a un monde autour. Il y a tout un univers autour du jeu vidéo. Ça marche. Alors voilà qui conclut notre exploration de l'univers des jeux d'action. On a vu comment ces jeux stimulent le cerveau, améliorent certaines compétences, mais peuvent aussi déclencher des émotions intenses. Ce qu'il faut retenir, c'est que les jeux d'action pratiqués de manière équilibrée et consciente peuvent être à la fois un plaisir et un outil de développement. Un grand merci à nos deux invités, Benoît Bedjou, pour son expertise scientifique et ses recherches sur les effets des jeux vidéo sur le cerveau, et Légion pour son expérience en tant que jeune joueur. Et toi, cher auditeur,
Que retiens-tu de cette discussion? As-tu déjà constaté des bénéfices ou des émotions particulières en jouant? N'oublie pas de t'abonner à nos pages YouTube, Spotify, TikTok et Instagram. Dynamique locale, entre passion et formation, on explore les sujets qui nous parlent. Partage tes impressions, laisse un avis et surtout, reste connecté pour le prochain épisode. C'était Dynamique Locale. Ciao.